Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée. Alors David Jaïs nous a fait une excellente transition puisque nous allons parler de bas carbone et on va se poser la question de savoir si c'est une simple opportunité, un label de plus ou tout simplement si on est à l'aune d'une nouvelle révolution dans le modèle agricole. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Xavier Leclanche, donc, qui est animateur de la démarche verger éco-responsable à la NPP, Association nationale Pommes-Poires. Bertrand Swiderski, qui est le directeur RSE du groupe Carrefour. Étienne Variot, qui se présentera, qui est le fondateur de la start-up Rise. Et enfin, François Moulias, qui est le directeur général de la Compagnie des Amandes. Alors, en préambule, je voulais simplement dire qu'on en est aux prémices. Il y a un label qui existe, qui s'appelle le label bas carbone, qui existe depuis 3 ans, qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et qui vise finalement à l'atteinte des objectifs de la France. Je vais les rappeler. Donc c'est une réduction de 40% des gaz à émissions, des gaz à effet de serre d'ici 2040 par rapport aux années 90 et atteindre, si possible, la neutralité carbone d'ici 2050. Une chose aussi à dire, c'est que le label bas carbone, ce n'est pas vraiment un label comme les autres, puisqu'il labellise des projets et non des entreprises. Et puis, donc, les intervenants vont en parler longuement. Voilà, ils se basent aussi sur des méthodes de calcul un peu complexes, mais qui visent en fait à calculer ce que l'on réduit et ce que l'on compense. Voilà. Alors peut-être pour démarrer cette table ronde, puisqu'on en est peut-être aux prémices de cette révolution agricole, en tout cas dans les modèles, j'ai envie de m'adresser à vous, Bertrand Swiderski, enfin en tout cas aux deux qui sont peut-être les plus expérimentés dans cette jeune démarche. Voilà, donc par rapport à cette thématique du bas carbone, Carrefour, me semble-t-il, a pris des engagements. Voilà, donc quels sont-ils? Quels sont vos objectifs? Donc bonjour à tous. Donc peut-être que ce que je propose, c'est d'expliquer un peu les engagements que nous on a pu prendre, nous Carrefour, dans notre périmètre à nous. Donc on a pris d'abord un engagement de moins 40% d'ici 2040, neutralité carbone, sur ce qu'on appelle nos activités directes. Et la question, c'est quoi un label bas carbone? C'est quoi? Pour nous, c'est plutôt une opportunité. Et je vais expliquer un peu comment dans nos magasins. Donc là, on parle de 2012. En 2012, on s'engage là-dedans. Et comment on en a fait une opportunité? Tout le monde a vu, dans les magasins, en 2012, par exemple, arriver les portes sur les meubles froids. Vous imaginez, en 2010, vous rentrez dans un supermarché, toutes les portes étaient ouvertes. Dans un réfrigérateur, il faisait froid. Les congélateurs étaient ouverts. Et là, on prend l'engagement de se dire, tiens, on va les fermer. Vous pensez que quand on ferme les meubles froids, c'est une opportunité commerciale ou c'est plutôt quand même contraignant pour le distributeur? Vous le voyez comment? Vous imaginez la contrainte. Vous imaginez la contrainte. Vous imaginez votre client, vous allez lui demander d'ouvrir la porte. Ça, vous ne lui avez pas demandé depuis 20 ans. Vous allez lui demander qu'avec son caddie, il demande à une autre personne, il lui parle à un autre client pour ouvrir la porte. Ça coince les caddies. Le merchandising n'est plus horizontal, il est vertical. Vous imaginez, les ventes baissent et à ce moment-là, il faut tenir. Et donc, à ce moment-là, il faut être persuadé d'une chose. C'est que la réduction des gaz à effet de serre et le CO2, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité qu'il faut savoir voir et qui prend un peu de temps. Et on a fait la même chose sur le froid, la production de froid. Vous savez, à la maison, le froid, c'est dans un réfrigérateur. Si vous faites une fuite dans le meuble, vous avez une fuite et ça dégage un fluide, ce qu'on appelle un fluide chimique. Et ça, c'est des millions et des millions de mètres cubes de fluide chimique partout dans le monde. Nous, on a décidé d'arrêter ça et de faire un fluide qui est un fluide naturel, par exemple. Ça, c'est 2013. Et 2014, on décide que tous nos camions, ils passeront à un biométhane plutôt qu'à du diesel, avec une fin du diesel 2050. Donc vous voyez, je vous donne juste des exemples comme ça, qui sont des exemples qui sont issus d'un engagement que l'on pouvait imaginer contraignant, et on en a fait une opportunité. Et à votre question initiale, c'est est-ce que le label bas carbone est une opportunité, entre guillemets? J'ai envie de dire, oui, on est aux prémices, oui, on a tout à apprendre. Les initiatives que je vois aujourd'hui, c'est pas dingue, c'est pas complètement fou. J'en vois partout. C'est assez ésotérique, c'est un écosystème qui se met en place, mais on va le voir. Mais je suis persuadé que si on est positif, ça peut être une vraie opportunité pour le secteur agricole.
François Moulias, de votre côté, donc à la compagnie des amandes, bon, vous donnerez un petit mot sur votre modèle. Vous avez décidé en fait de vous engager dès la sortie du label, on va dire ça comme ça. Vous avez décidé de le prendre à bras le corps dans votre modèle. Voilà, quels sont vos objectifs? Alors, il se trouve que, bonjour à tous et à tous, il se trouve qu'avec Arnaud Montebourg, quand nous avons créé cette société en 2018, c'est l'année où est sorti le label bas carbone. Et donc, on y a tout de suite vu effectivement une opportunité potentielle. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais les hypermarchés, je ne sais pas, mais l'agriculture est responsable de 19% des émissions de CO2 en France, essentiellement dans l'élevage, mais a aussi cette formidable faculté à éviter des émissions. Et donc, elle peut réduire ses émissions par rapport au précédent cultural ou par rapport à son mode de conduite antérieur. Et elle a une formidable capacité de séquestration par la biomasse du sol ou du végétal. Et donc ça, on a tout de suite vu que là, il y avait un vrai défi qui consistait à pouvoir calculer, d'une part, les émissions carbone qu'on évitait par rapport à la culture antérieure. Donc hier, c'était des melons. Aujourd'hui, c'est des vergers d'amandiers enherbés. Qu'est-ce qu'on a évité comme passage de tracteur, comme utilisation d'intrants, etc. Et combien on est capable de séquestrer. Et donc pour calculer ça, il fallait une méthode qu'on n'avait pas. Donc on a réuni les acteurs du métier, l'ADEME, le CTIFL, l'INRAE, les filières, etc. On a travaillé et on a présenté une méthode de calcul qui est supposée, on y reviendra, être scientifique. Et on l'a fait valider par le ministère de l'Agriculture. Et donc maintenant, elle est publique, utilisable par n'importe quel agriculteur. Et en principe, son but, c'est de pouvoir calculer la capacité de séquestration ou d'évitement d'une plantation de verger par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y aurait une autre méthode à faire sur l'amélioration des pratiques culturales en arboriculture, parce que là, ça porterait sur 350 000 hectares au lieu de quelques milliers. Mais bon, mon métier étant de planter des amandiers, j'ai fait une méthode sur la plantation. Oui, donc c'est la méthode Arbo. Alors peut-être on va faire d'ailleurs un petit point sur les méthodes existantes, parce que tout le monde ne connaît pas effectivement la philosophie du bas carbone. Peut-être Étienne avec vous, puisque vous êtes parti sur la méthode grande culture. Alors ce qui serait bien aussi, c'est de présenter un petit peu Rise, parce que c'est un peu moins connu en filière fruits et légumes. Effectivement. Voilà. Du coup, Rise, effectivement, on est un nouvel acteur de l'écosystème agricole. Ça fait à peine plus d'1 an et demi qu'on existe. Néanmoins, on est déjà 20 personnes dans la société. On grossit assez rapidement. Et notre métier, notre mission, c'est d'accélérer l'adoption de pratiques durables dans l'agriculture, et notamment bas carbone, en utilisant différents segments de la finance carbone. Et aujourd'hui, on va parler du label bas carbone, qui est notre premier métier au sein de Rise. Ce qu'on propose, c'est une plateforme qui va permettre aux agriculteurs de comprendre leur empreinte carbone, de modéliser un plan d'action, de suivre dans la durée quelle est l'évolution de leur bilan carbone. Et notre deuxième service, ça va être de les rémunérer pour ça, notamment en générant et en collectant des financements basés sur des crédits carbone qui vont être générés dans le label bas carbone. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui on accompagne quelque chose comme 300 à 400 agriculteurs. On est partenaire de 25 acteurs agronomiques type des coopératives agricoles. Et on a annoncé une très grosse transaction avec L'Oréal la semaine dernière, un très gros investissement dont les chiffres sortiront probablement la semaine prochaine. Donc effectivement, on est un acteur qui s'est spécialisé aujourd'hui, même si à terme on va intégrer les différentes méthodologies, que ce soit verger, que ce soit élevage. Mais aujourd'hui, on s'est spécialisé dans les grandes cultures. Alors c'est une méthodologie qui est assez dense. C'est 120 pages quand même, la méthodologie grande culture, qui vient s'inscrire dans le label bas carbone, qui est déjà un chapeau qui est assez conséquent en termes de processus administratifs. Et en fait, les différentes technologies, les différentes approches qu'on va utiliser pour suivre les évolutions du bilan carbone de l'agriculteur, ça va être à la fois de regarder quelles vont être pendant 5 ans les émissions qui vont être évitées à travers la mise en place de certaines pratiques. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un bilan carbone, on va faire une cartographie des flux physiques de l'exploitation auquel on va associer un poids carbone, et on va regarder leur évolution dans la durée. Et grâce à la mise en place de ces nouvelles pratiques, quelles vont être les économies carbone. Deuxième élément qu'on va regarder, c'est les sols. Le sol, c'est le
plus grand puits de carbone naturel en termes de potentiel en Europe, un pouvoir de capter du carbone qui est énorme. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est un modèle de la dynamique des sols qui va nous permettre de voir en fonction des pratiques qui sont utilisées comment le sol émet ou stocke du carbone. Donc ça, c'est les différentes technologies qu'on va utiliser. Puis on rajoute de l'imagerie satellitaire en plus pour de la traçabilité, mais qui n'est pas demandée dans le cadre du label bas carbone. Très bien. Et en filière fruits et légumes, en fait, qui en est vraiment là pour le coup aux prémices. Du coup, on a la méthode Arbo, on a la méthode grande culture, il y a la méthode plantation de haies. Où en est donc la filière fruits et légumes, puisque à la différence de la compagnie des amandes, il y a des vergers de plantés, déjà. Oui, tout à fait. Alors, on a aujourd'hui 2 méthodes qui sont mobilisables par les arboriculteurs. Je vais parler que de la partie fruits qui, en ce qui me concerne, c'est la plantation de vergers et la plantation de haies. Aujourd'hui, l'Association nationale Pomme-Poire s'est engagée depuis 1 an et demi avec un cofinancement de l'ADEME, en partenariat avec le CTIFL, à identifier les méthodes, les pratiques culturales qui vont permettre de limiter les émissions et de maximiser au plus le stockage tout au long du cycle de vie de l'arbre jusqu'à la fin de sa production. Alors, pour vous resituer, la filière fruits et légumes, l'arboriculture et les vergers de pommiers poiriers, c'est 1% des émissions agricoles et qui sont assez différentes du reste des émissions parce qu'elles sont essentiellement issues de la consommation du carburant, que ce soit pour des plateformes ou pour des tracteurs. Donc il y a beaucoup de changements qui vont relever d'investissements matériels, mais qui pour autant sont tout à fait envisageables. Et donc quelle est la prochaine échéance? Alors la prochaine pour 2023? Pour 2023, probablement. Donc une méthode est en cours de réalisation du coup sur la base des travaux qui ont été menés dans le cadre de ce projet. Elle sera déposée prochainement et devrait voir le jour du coup en 2023 après l'analyse et la validation par le ministère de la Transition écologique. Alors avant de parler de valorisation, parce qu'on est aussi là pour ça, j'ai envie de vous demander qui peut financer les projets labellisés et comment. Alors peut-être Étienne peut répondre. Est-ce qu'il y a une rémunération envisagée? David Jaïs en a un petit peu parlé, en tout cas souhaité de ses vœux. Est-ce qu'il y a une rémunération qui est envisagée pour le producteur qui arrive à séquestrer et à réduire les émissions carbone? Effectivement, et ça c'est tout l'objet du label bas carbone. Alors, label bas carbone, ça va être un crédit carbone qui correspond à une tonne de carbone qui va avoir soit été évité, soit séquestré. On peut imaginer d'autres schémas de financement, mais là je vais vous expliquer le fonctionnement spécifique du label bas carbone et des crédits carbone. Il y a plusieurs marchés du carbone. Il y a le marché dont tout le monde a entendu parler, qui est le marché obligatoire, réglementé. Donc ce n'est pas celui-ci, les crédits carbone. C'est des tonnes de carbone qui vont être destinées à des acteurs qui veulent aller plus loin, qui sont déjà conformés à leurs obligations réglementaires et qui souhaitent rentrer dans une stratégie de compensation, neutralité. On préfère généralement les mots plutôt net zéro et contribution. Mais c'est des acteurs qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager pour aider d'autres entreprises à la hauteur éventuellement de leurs émissions, mais qui veulent s'engager plus loin que leurs propres émissions pour aider d'autres à réduire. Et donc du coup, c'est elles qui vont acheter les crédits carbone qui vont être générés par les agriculteurs. Et ça va nous permettre de générer une rémunération complémentaire pour les agriculteurs de manière à financer la transition des agriculteurs. Là aussi, on en est aux prémices? On en est tout à fait aux prémices. Et donc du coup, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Bertrand. L'avantage du label bas carbone, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place, qui pousse des nouvelles solutions qui vont permettre, dans le monde de demain, où effectivement on peut se poser la question de la pertinence du crédit carbone et de ce modèle de financement, mais dans tous les cas, ça pousse l'adoption de bonnes pratiques, d'outils de mesure, de suivi, des bons réseaux d'accompagnement, et puis derrière, ça permet de se poser tout un tas de questions, à savoir comment est-ce qu'on rémunère les agriculteurs pour cette transition, comment est-ce qu'on finance cet investissement, et puis à terme, comment est-ce qu'on les rémunère pour qu'ils aient envie de rester justement dans de l'agriculture bas carbone. Alors ça, c'est le financement et la rémunération. Mais là, j'ai une question pour Carrefour, peut-être. Comment mieux travailler en filière, c'est-à-dire comment arriver finalement à valoriser toutes ces démarches vertueuses en mode filière.
jusqu'au consommateur. Comment, comment faire comprendre effectivement au consommateur de mettre quelques centimes de plus, hein, comme on l'a vu dans le débat précédent. Comment Carrefour peut mieux travailler de façon partenariale avec ses fournisseurs sur ces questions-là? D'abord, il faut bien scinder ce qu'est le prix. Le prix, c'est aussi la valeur qu'apporte le consommateur à un produit. Hein, vous savez très bien qu'il y a des produits qui en fait ne coûtent pas très cher, mais le consommateur y apporte beaucoup de valeur. Et je vous donne juste un exemple. Quand on lance, nous, en 2015, la banane bioéquitable, on la lance dans un sachet en plastique. Et c'est 2015 et ça choque personne. Et puis 2016, 2017, et puis mes ventes stagnent un peu. Hein, j'arrive à un quart des ventes en banane bioéquitable. Et en 2017, j'enlève le sachet en plastique. Et là, mes ventes en un an, elles deviennent à un tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le consommateur, lui, a apporté de la valeur au fait que j'enlève le plastique. Alors qu'il n'en apportait pas en 2015. Vous voyez, quand on lance les filières, nos filières qualité Carrefour, quand on les lance sans traitement chimique après récolte, ça crée de la valeur aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, le consommateur, il dit « Ah tiens, ça me de la valeur ». Le bio apporte de la valeur, ça tout le monde le sait. Et je dirais que le carbone, eh ben, on n'en est pas encore là. Hein, je ne pense pas aujourd'hui que, vous voyez, on a appliqué l'éco-score, nous, un éco-score sur nos produits. On a testé, est-ce que ça crée une valeur? Non. Mais est-ce que ça va en créer? Oui. Hein, est-ce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette conscience collective, etc., est-ce qu'elle va arriver jusqu'au plus profond du consommateur pour que lui se dise, bah, tiens, en effet, lutter contre le changement climatique, ça a de la valeur. Quand est-ce qu'on pourra vendre une pomme bas carbone qui a plus de valeur encore que celle aujourd'hui? Alors, le quand vous me demandez de dater, j'adorerais vous le dire. J'adorerais vous le dire. Parce que si je savais dire ça, je peux vous dire que je saurais mettre aujourd'hui 1 euro dans la société qui sera celle de demain. Vous voyez, par exemple, le sujet du gaspillage alimentaire. C'était un très gros sujet pour nous dès 2014. Et dès 2014, on se met en place et on travaille par filière, justement. Et ma première filière, ça a été la banane. Banane, c'est le premier fruit et légumes vendu dans la grande distrib, donc je prends la banane. Et la banane, je me dis, mais à quel endroit je perds des bananes? Sur 1000 bananes, moi, j'en vends que 730. À quel endroit j'en perds des bananes? À chaque maillon. Travailler en filière, c'est ça, je pense. Et ça, on l'a appris avec le gaspillage. C'est travailler à chaque maillon et demander à chaque maillon de faire l'effort. Pas demander au maillon final. Parce que moi, quand j'ai une banane en magasin que j'arrive pas à vendre, c'est parce qu'elle est rayée, elle est zébrée, parce qu'elle est petite achetée, parce qu'elle est célibataire. Et en fait, il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Donc je vais demander à la personne dans les champs de me dire, bah, comment tu fais pour ne pas rayer la banane? Donc il met des coussins entre les bananes. Comment ça se fait qu'il y a tous ces petits points noirs? Ce sont des petites bêtes qui sont venues piquer la banane à un moment. Et en fait, ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que travailler en filière, c'est que chacun doit travailler à son maillon. Sur le carbone, ça va être la même chose. Chacun doit se dire, bah, tiens, moi, je veux être neutre en carbone à mon maillon. Neutre en carbone à chaque maillon. Et c'est comme ça qu'à la fin, on arrivera à proposer au consommateur quelque chose de neutre en carbone. Mais par contre, ne pas compter sur le consommateur final pour insuffler toute la filière. Ça, c'est une utopie. Mais donc du coup, oui, en synthèse, en fait, c'est arriver à s'aligner sur une vision qui soit partagée. Et puis à un moment donné, se dire, bon, bah là, on commence à travailler, mettons, avec telle filière, demain, la filière pomme, demain, la filière amande, et puis, etc. C'est votre travail en filière, pour nous, c'est s'aligner sur une vision entre le producteur et le consommateur. Combien de fois je vois des gens qui se sont alignés entre le producteur, le transformateur, et qui viennent nous proposer un truc en nous disant, mais attendez, maintenant vendez-le au client. Mais attendez, le client, il n'est pas prêt. Moi, les premiers paniers Too Good To Go, les premiers paniers anti-gaspi que j'ai vendus, c'était en 2014, j'en ai pas vendu un. J'en ai pas vendu un. Et en 2016, ça a explosé, maintenant j'en ai vendu 4 millions. Non, vous voyez, on vend des paniers fruits et légumes ou de fruits et légumes de fin de journée. J'avais lancé les légumes moches en 2015. Je sais pas, ça n'a pas marché. Maintenant, j'en ai vendu 1 million en 4 mois. Non, il faut danser un tango avec chaque acteur de la filière sans oublier le consommateur. Et nous, on est un maillon entre les deux. Mais le consommateur, c'est quand même lui le patron. Et c'est quand même lui qui décide. Et je vois bien quand toutes les initiatives, on essaie de les répliquer quelquefois dans d'autres pays, ben ça ne marche pas. Parce que le consommateur, on n'a pas dansé ce tango-là avec lui. Donc arrêtons les sujets de filière qui s'arrêtent du producteur au transformateur. Intégrons transformateur, producteur, distributeur qui est juste un maillon avec le consommateur. Mais c'est lui le patron.
Donc il y a un nouveau travail de pédagogie aussi à faire. J'avais une question quand même, parce que donc là on parle de quelque chose qui est assez nouveau dans notre filière, on en est aux prémices. Quelles sont les limites au fond de ce label effectivement? Alors on parle, voilà, il y a 120 pages, c'est quand même des projets qui sont un peu lourds aussi à porter. Voilà, quelles limites vous pouvez voir, on va dire, ou est-ce qu'au contraire on en est effectivement aux prémices, mais il va y avoir un effet boule de neige rapide? François Moulias, oui. Bon, alors je vais me permettre d'être un peu critique envers le label bas carbone, alors que je suis effectivement, enfin, on est un des premiers à avoir déposé une méthode. Pour moi, ce label, il génère plusieurs difficultés. D'abord, pour être très honnête, il prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé, pour des raisons qui sont liées à la COP21, notre trajectoire carbone, etc., sur le carbone. Et en fait, en agriculture, le carbone n'est qu'une conséquence d'amélioration des pratiques. Donc dans la réalité, et les vergers éco-responsables étaient avec nous d'ailleurs dans la rédaction de la méthode sur la plantation de vergers, dans la réalité, c'est l'amélioration du travail du sol, la baisse des intrants, des pratiques d'agroécologie, l'enherbement des vergers. C'est d'autres façons de voir le monde agricole. La plantation de haies, on ressuscite la biodiversité, on protège différemment nos arbres comme ça, en créant de la complexité dans les vergers. Et en faisant ça, par conséquent, on va améliorer notre bilan carbone. Et donc déjà, première erreur, on a pris le problème totalement à l'envers. Mais bon, c'est comme ça. Deuxième problème, c'est incompréhensible. Je mets au défi qui que ce soit, à part mon ami Étienne, utiliser une quelconque, très, très compliqué, une quelconque méthode existante. Nous, notre méthode, je la connais quand même bien, parce que on l'a déposée. Honnêtement, je ne sais pas l'utiliser. C'est imbitable. Voilà, il faut se dire les choses, c'est incompréhensible. Donc l'agriculteur isolé tout seul chez lui, il ne peut pas s'en servir de cette méthode. Et puis, troisième problème, quand bien même il aurait fait Polytechnique et compris l'amélioration des méthodes culturales qui lui permettra demain d'améliorer son bilan carbone, puisque c'est ça le sujet. Hein. Alors là, il a un autre problème, c'est qu'il est isolé dans sa vallée des Pyrénées-Orientales ou de l'Aude, et il ne sait pas à qui s'adresser. Et là, moi, je vais vous parler d'une expérience concrète, et je vous assure que c'est vrai, on a déposé cette méthode, elle a été validée le 1er juillet 2020. Le 2 juillet 2020, avec Arnaud Montebourg, on a signé un protocole d'accord pour 2 millions d'investissements directement liés à cette méthode. Ça, c'est concret. C'est-à-dire le lendemain. Le bon côté, c'est qu'il y a des sommes stratosphériques qui, dans les années à venir, se dirigent sur, peut-être pas le label comme il est, parce qu'il y a une réflexion en cours pour en améliorer le fonctionnement, mais il y a des sommes stratosphériques qui vont aider l'agriculture à financer la marche de l'agroécologie qui est un peu haute. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, dernier bémol, c'est que toutes ces méthodes, on va se parler très franchement, hein, ont des prétentions scientifiques, mais en fait, quand vous êtes un peu dedans, vous apercevez que les référentiels ne sont pas très bons. Donc nous, en arboriculture, bon, alors bon, allez, un cerisier, un abricot, un machin, bon, un pêcher, bon, c'est des prunus, c'est à peu près pareil. En fait, on ne sait pas très bien, en vrai, on ne sait pas très bien. Alors, sur le sol, on progresse beaucoup, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Sur les couverts enherbés, on progresse, mais en vrai, les référentiels sont un peu foireux, il faut se le dire. Et donc, on a beaucoup de mal, quoi qu'on en dise, à avoir une rigueur scientifique dans la capacité de séquestration et de captation. Et puis après, l'encadrement juridique fait que c'est lourd. Il y a le problème de l'antériorité, c'est-à-dire qu'il faut déposer la demande avant de faire le projet. Et puis, pour vous donner un exemple concret d'absurdité, par exemple, vous avez un type, je vais être très concret, qui fait des céréales. Alors, les céréales, il passe son tracteur, il met des intrants et tout. Après, il fait un verger. Donc, on va calculer, vous passez moins de tracteurs, etc. Le verger, il va le planter pour 20 ans ou 25 ans. Allez, au pire 15 ans si ça s'est mal passé. Mais vous pouvez calculer la capacité d'évitement, c'est-à-dire le tracteur qui passe moins, vous consommez moins de GNR, que sur 5 ans. Pas sur 20. C'est complètement idiot. Au bout de 5 ans, on continue à conduire le verger, on a toujours évité des trucs. Mais non, la réglementation fait que ça... Bon. Donc il y a énormément de choses à améliorer. In fine, est-ce qu'on transforme quand même les choses, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers ce côté vertueux, c'est-à-dire amélioration des sols, et voilà, est-ce qu'on y arrive quand même avec les méthodes qui sont proposées, enfin, est-ce que le label permet, on va dire,
de labelliser aussi ça, c'est-à-dire un changement des pratiques? Alors, je vais faire une réponse courte parce que là-dessus, Étienne sera bien meilleur que moi. Mais ce qui est certain, c'est que c'est mieux que rien, que ça initie un certain nombre de pratiques, que ça ne marchera que si l'agriculteur est très accompagné parce qu'il ne comprend rien de ce qu'on lui raconte avec ce label bas carbone. Tout le monde s'y met, il ne sait pas par quel bout prendre le problème. Il faut donc que nos instances, nos fédérations, tout ce que vous voulez, nos chambres d'agriculture, bref, s'emparent du sujet pour accompagner les agriculteurs, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, il faudra des intermédiaires, comme, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, comme mon ami Étienne, parce qu'il y a effectivement des sommes stratosphériques qui vont se diriger là-dessus, mais c'est pas pour l'agriculteur seul. Voilà. Pour les diffuser, il va bien falloir fédérer, comme toujours, les agriculteurs, parce que seul, on n'arrive à rien. Étienne, un mot de complément? Oui, en complément. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche à financer, c'est l'agriculture régénératrice, c'est l'agriculture durable, et qu'en fait, il n'y a qu'un seul de ces coproduits qu'on est capable de valoriser, qui est le carbone, et qu'on est capable de le valoriser que sous une forme, qui est le crédit carbone. Donc ça, aujourd'hui, c'est effectivement une des limites claires. C'est le biais. C'est qu'il y a un gros biais qui est mis sur le carbone, parce que c'est le seul outil d'accompagnement économique des agriculteurs. Mais ça permet aujourd'hui de mettre le pied à l'étrier, d'essayer, de mettre à minima des architectures. Donc nous, c'est notre métier de mettre en place des architectures pour accompagner les agriculteurs, qu'elles soient en termes d'accompagnement pour construire un écosystème, que ce soit une architecture digitale qui permet à l'agriculteur de comprendre comment est-ce qu'il peut s'engager, comprendre son bilan carbone, comprendre comment est-ce qu'il peut évoluer, être capable de piloter sa trajectoire, et puis à terme on viendra ajouter de plus en plus de critères. Mais là je vais avoir le même problème que Carrefour, c'est comment est-ce que moi je fais pour valoriser, si je fais du suivi de la biodiversité, qui c'est qui va financer cette partie-là. Et puis à terme, ça c'est un des sujets qu'on va devoir partager avec les filières, c'est comment est-ce qu'au-delà du crédit carbone, on apporte d'autres outils de financement, que ce soit des primes, et le cas échéant, ça ne va pas être à la chaîne de valeur de le supporter, il faut que ce soit au consommateur final de s'engager. Voilà. Mais aujourd'hui, le problème du label bas carbone, c'est que c'est une toute petite pièce d'un très grand puzzle qui va se mettre en place et que ça met beaucoup l'accent sur le carbone, alors que ce n'est pas l'unique finalité. Alors qu'en fait, ce n'est pas le sujet, en fait. C'est une partie du sujet. C'est une grosse partie du sujet, en tout cas à court terme. Mais... Je vais me retourner vers Xavier et Bertrand. Moi, j'avais une question sur, au fond, comment on va communiquer sur ces engagements. Par exemple, demain, voilà, comment on pourra communiquer sur une pomme bas carbone? Est-ce qu'on met un logo? Est-ce que c'est encore un label de plus qui vient encombrer les rayons? Voilà. Juste avant, je voulais réagir sur l'effet levier qu'on peut attendre du label bas carbone et les sommes stratosphériques là, dont vous nous parlez. Aujourd'hui, malheureusement, on a quand même un certain déficit d'attractivité de ce dispositif. Les méthodes qu'on est en train de développer sur la conduite de verger, ça nous conduit à estimer que du coup, les bonnes pratiques permettent d'économiser un crédit et demi à l'hectare, ce qui fait de l'ordre de 60 € d'hectare, quand nos coûts de fonctionnement, les charges de fonctionnement à l'hectare sont de 20 000 €. Donc on voit que le risque qu'on va être amené à prendre sur un changement de pratique pour stocker plus de carbone ou éviter des émissions, aujourd'hui, il n'est pas du tout garanti ou on n'y répond pas avec les seuls crédits carbone. Et du coup, je vous rejoins effectivement, on a besoin d'autres mécanismes de financement qui viennent accompagner cette transition. Comme l'investissement dans des plateformes, par exemple électriques, qui vont nécessiter du coup une organisation en production qui sera différente, où il va falloir ramener des plateformes à des stations de recharge. Au-delà de l'investissement, c'est aussi toute une logistique et des pratiques qui vont changer. Et surtout, c'est des transitions qui dépendent d'innovation et de développement technologique, qui ne dépendent pas de nos entreprises. Donc là, on est aussi un petit peu en attente de l'évolution des partenaires de la filière. Et donc, ça crée challenge pour vous, distributeurs. Voilà, comment vous, au-delà de tout ce que vous avez déjà fait comme démarche filière, voilà, comment demain on va justement mieux travailler en partenariat sur ces questions-là, sachant que le puzzle, il s'imbrique en fait tous les jours. Mais comment le communiquer à un moment jusqu'au consommateur? Comment le communiquer? C'est communiquer quand lui apporte de la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que consommatrice, vous voyez label bas carbone sur une pomme et vous l'achetez?
Et vous Je- dites, je le vois- bah je tiens, le vois pas elle est encore. plus chère, et, ah bah, je vais vous l'acheter. Ouais, est-ce que ça déclenche un achat chez vous? Non, mais moi, je suis pas la bonne cible. Mais vous voyez, enfin, la réalité, regardez un peu autour de vous. Est-ce que ça déclenche un achat? Bah moi, mes clients, ils ont 1/10 de seconde dans le rayon. Ils ont un produit, ils ont 2 produits. Alors, ils ont le local qui a un attractif d'achat. Ils ont le bio Il qui y a le reste un bio, attractif il y a- d'achat. il y a tout ce qui est zéro Ils ont des outils. Je veux résidu. dire, en termes d'outils aujourd'hui, d'outils de création de valeur, on a quand même le bio, on a quand même le local, on a le sans traitement après récolte, on a pour certains, c'est pas le choix de Carrefour, mais le sans résidu de pesticides. C'est pas un choix que nous on a pris, mais Oui, certains donc le il y en prennent. a quand même. Hein, donc il existe des outils. Hein, il existe des outils. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pas choisi. Il existe des outils quand même créateurs de valeur. Est-ce qu'aujourd'hui le label bas carbone est créateur de valeur? Moi je vous dis non. Est-ce qu'il le sera demain? Je l'espère. Est-ce que peut-être qu'on va devoir valoriser autre chose avant, même si c'est pas, même si la démarche est bas carbone, labellisée ou non, hein, parce que moi je suis entièrement d'accord. Hein, le label, ça on peut y revenir, mais la labellisation et Ça- l'ultra-labellisation de la Ça ferait un consommation. label de plus qui encombrerait. Franchement, vous y croyez, vous? Vous y croyez, vous, que Non, non. dans 10 ans, un consommateur, les jeunes consommateurs, ils vont avoir tous les labels devant eux? Vous avez bien vu qu'ils sortent un téléphone et qui tout de suite digitalisent le produit et ils ont une évaluation. Donc vous y croyez vraiment que le label va subsister? Donc la clé de succès, ce serait peut-être plutôt de communiquer sur l'agriculture régénérative. De communiquer sur ce qui est vrai. D'où vient l'amande? Pourquoi il y a eu un couvert végétal? Qu'est-ce qu'elle a comme différence, cette amande? Pourquoi elle est différente? Et pourquoi moi, en tant que consommateur, je vais la trouver différente pour moi? Parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle vient d'une région que j'aime bien. Enfin oui, il y a tout ça. Très C'est bien. ça, le commerce. Le commerce, c'est pas j'ai mené une super démarche dans mon coin hyper intello. Eh ben, j'ai eu un label, et le label, je le mets, et puis maintenant, vous débrouillez pour le vendre. Mais c'est pas ça du commerce. Hein, le commerce, c'est comprendre le consommateur, être avec lui, l'accompagner dans ce changement. Et c'est ça, nous, le programme de transition alimentaire pour tous. Oui, Xavier. Et si je peux compléter, c'est peut-être s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà. Alors, je pense notamment à Verger éco-responsable aujourd'hui. C'est une démarche qui est connue de la part du consommateur, qui porte des messages et qui est très bien compris. S'appuyer sur ces démarches-là pour y associer du coup les engagements de neutralité carbone ou en tout cas de production bas carbone, c'est peut-être le bon moyen pour faciliter les contrôles, alléger une charge au niveau des exploitations agricoles qui sont souvent sollicitées pour le contrôle de leurs pratiques, et en même temps du coup porter ce message par quelque chose qui est déjà connu du consommateur. C'est Très bien entendu. J'ai encore, avant de passer à la conclusion, est-ce que dans la salle, il y a des questions? N'hésitez pas. Hein. Oui? Oui, bonjour, merci pour l'intervention. Moi, je me dis, on a deux acteurs clés. On a deux acteurs clés dans ce dont vous venez de parler qui sont absolument importants, c'est l'agriculteur et c'est le consommateur. Or, j'ai l'impression qu'il y a des réticences à la fois côté agriculteur et à la fois côté consommateur. Pour la valorisation côté consommateur, on s'en est parlé. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, les problématiques autour du bio, ça valorise, mais ça valorise de moins en moins bien quand même. Et puis, côté agriculteur, parce qu'on leur a expliqué pendant 50 ans qu'un sol nu, c'était un sol propre. Moi, mon grand-père me disait, regarde comme il est beau ce sol, il est tout marron. Et donc, je me dis, comment on arrive à faire changer les cultures? On acculture les gens finalement à ça. Il y a effectivement la rémunération, mais il y a peut-être aussi d'autres moyens. Je pense que travailler en filière, c'est hyper important. Moi, je travaille dans la pomme, et je me dis, si je livre Sisteron, de Sisteron, je livre à Villeneuve-la-Garenne, je perds aussi. Donc comment, à la fois, on travaille le côté, on acculture les gens, de l'amont à l'aval, et du coup, comment on travaille en filière sur ces sujets. Alors. C'était la question. J'en profite juste du coup parce que vous apportez la suite à mon propos. Dans le cadre de Verger éco-responsable, sur la base des travaux qu'on a menés dans le cadre de notre projet de verger bas carbone, on a pris l'engagement dans le nouveau cahier des charges d'interdire les sols nus entre deux plantations. Du coup, qu'on ait un sol couvert pour limiter l'érosion et en même temps favoriser le stockage du carbone. Mais comme le disait François Moulias, on a un problème d'antériorité. C'est une démarche aujourd'hui qui a 25 ans. On a fait plein de bons choix de production pour la biodiversité, pour
la couverture, sur l'enherbement, sur la plantation de haies. Et aujourd'hui, toutes ces pratiques qui sont vertueuses vis-à-vis du carbone, c'est difficile de les valoriser par un label bas carbone parce qu'elles n'incluent plus de changement de pratique qui est déjà effectué. Non mais j'ai pas le comment, hein, j'ai pas la réponse, on est d'accord, mais enfin, franchement, dans quel monde on croit demain? On croit dans un monde qui ressemble à un champ qui est d'ailleurs plus très marron, qui est marron clair, ou on croit dans un monde dans lequel on va réduire les pesticides chimiques, on aura plus de fertilisants organiques, on aura plus de couverts végétal. Ce monde-là, si on y croit, et si cette vision-là elle est partagée, on va y arriver. Regardez bien ce qui s'est passé sur le plastique. Ce qui s'est passé sur le plastique, c'est complètement dingue. C'est en hyper raccourci la suppression du plastique dans les fruits et légumes. Mais aujourd'hui, je le vois bien dans nos magasins. Il y a des clients qui détestent le plastique. Et c'est parce qu'on y a cru tous ensemble que le gouvernement y est mis, qu'il y a une vision politique. Cette vision politique, elle a amené un changement global. Et comment ça fonctionne? On ne sait pas. Et c'est cet écosystème-là qui est créé d'acteurs et qui fait que ça marche. Mais par contre, il faut y croire. Il faut croire en cette vision. Si vous croyez par exemple que l'avenir, ce sont des grands établissements d'agriculture urbaine qui développent en plein centre-ville, c'est une vision. Et vous savez bien qu'il y a des gens qui lèvent des millions d'euros là-dessus. Moi, j'y crois pas. C'est pas la vision qu'on essaie de développer. Mais chacun, en fait, il faut vraiment porter une vision pour que l'écosystème arrive à bouger. Alors, pour compléter, je sais que vous avez mis en place des systèmes d'ateliers de travail en PGC. Avec Nicolas Ders, voilà. Vous connaissez bien, ouais, d'accord. Oui, okay. Oui, j'y ai participé dans une vie antérieure. Mais je me dis, est-ce qu'il ne faut pas travailler comme ça, c'est-à-dire mettre des acteurs autour de la table et se dire, on fait des ateliers de travail tout au long de l'année, je sais pas, et en fait, on se dit, à la fin, l'output, c'est des idées hyper pragmatiques, parce qu'il ne faut pas être BA sur ces sujets-là. Et essayer de travailler de cette façon-là, de façon vraiment collaborative. Alors peut-être ça existe et on n'en fait pas partie, mais c'est peut-être une façon d'avancer aussi. Alors là, oui, la méthodologie. Donc la méthodologie que nous on utilise, c'est en effet atelier de travail, dans laquelle chacun a bien conscience de sa responsabilité à soi, hein. Pas remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, partager une même vision, et puis tester et apprendre. Tester, apprendre, tester, apprendre. Là, vous parlez des plant-based, hein, de tous les produits qui sont des protéines végétales alternatives à la protéine animale. Il faut avoir une vision. Nous, on est persuadés que demain, le consommateur va aussi se tourner vers ces protéines végétales. Et c'est pour ça qu'on investit beaucoup. Et puis, cette vision-là, vous la partagez et vous testez. Et il y a plein de choses qu'on teste et qui ne marchent pas. Et on apprend et on apprend vite. Mais tout va beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant, hein. Et vous venez de définir ce que c'est que de travailler en filière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça marche pas, ça va. Écoutez, merci pour ce débat. Le consommateur, il protège sa santé, il protège son pouvoir d'achat, il aime son territoire. Et puis derrière le consommateur, ça c'est le cerveau, j'allais dire, droit du consommateur, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est le portefeuille. Puis il a un cerveau gauche où il s'intéresse à la société. Et là, le cerveau du consommateur devient citoyen. Et donc, qu'est-ce qui dirige la société aujourd'hui? Le consommateur, oui, dans le commerce, mais le citoyen dans l'organisation générale, y compris d'ailleurs de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Et finalement, là où est l'échec signalé par Étienne Barriot et François Moulias tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas organisé la rémunération de l'agriculteur par la société pour le service très important qu'il rend et qu'il doit rendre, c'est-à-dire qu'il stocke du carbone agricole. Nous, quand on plante nos arbres, on stocke du carbone agricole. Y a-t-il quelqu'un pour nous payer pour ce qu'on rend comme service quand avant on avait une friche? On a une additionnalité, ça ne rend pas service au consommateur. Parce que le service qu'on rend au consommateur, c'est qu'on a un itinéraire agroécologique, qu'on on a enlevé les pesticides, que c'est du local, donc c'est du circuit court, tout va bien. Mais aux citoyens, on n'a pas encore organisé la société pour ça. Et le délire du label bas carbone, je peux me permettre, je l'ai dit à Julien de Normandie, puisqu'il nous a invités à venir dire notre vision du problème. J'ai dit, votre truc, personne ne peut l'utiliser, même nous, et pourtant on l'a conçu. Alors merci, au revoir monsieur le ministre. Il va falloir faire de la vulgarisation de label bas carbone, parce que franchement ça marche pas. Je rappelle que ça a été créé par le ministère de la Transition écologique, hein, donc c'est effectivement donc c'est intéressant de dire à un ministre
que ça marche pas, parce que c'est son boulot de faire marcher ces trucs-là, les trucs qu'il crée. Oui, déjà. ce ne sont pas les acteurs qui sont Bien à sûr. l'origine. 2, il y a un problème, c'est que s'il y a des milliards qui arrivent parce qu'il y a des émetteurs et des pollueurs qui ne pourront pas réduire, on doit réduire le plus possible, mais il va falloir compenser. Qui compense? Nous sommes à l'aube d'une révolution industrielle, agricole, liée au carbone, parce que c'est l'humanité qui joue sa survie. Donc de toute façon, on va être obligé, et je ne vous dis pas les conséquences sur les finances publiques, sur l'inflation verte, etc., etc. Je ne parle que de la révolution, que dans un salon comme celui que nous connaissons, auquel nous participons, il va devoir se produire dans les exploitations. Et notre position à nous est de dire, et nous le disons, nous, Compagnie des Amandes, au ministère de l'Agriculture sortant, il y en a un bientôt qui va arriver, j'espère qu'on va pouvoir lui parler aussi fort, c'est de dire, maintenant, il va falloir que les milliards de ceux qui ne peuvent pas réduire, mais qui ont besoin de stockage agricole, financent l'agriculture qui stocke. Et donc ça suppose qu'il y ait un système qui soit utilisable par les deux parties. Deuxièmement, qu'il soit cessible, c'est-à-dire que c'est un investissement, qu'il soit cessible, donc c'est un marché. Voilà. Et donc qu'on accepte cette modernisation-là. Donc pour l'instant, ce sont les talibans verts qui se sont emparés, les intégristes de l'écologie scientifique qui se sont emparés du dispositif et ont mis de la bureaucratie dans le système, qui l'a rendu inopérant. Donc il n'y a pas de financement du carbone agricole en France. Donc nous, notre combat, c'est de le rendre possible. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors là, le commerce, il est pour rien. Pour une fois, Carrefour, Leclerc, ils n'y ont pour rien. Mais en France, non, mais il est vrai que vous n'êtes pas non plus une ONG. Ah, bon, on peut le dire, comme disait tout à l'heure David Jazz. Mais franchement, tout le travail est à faire. Donc merci d'avoir provoqué ce débat, parce que il faut que ce soit entendu. C'est dommage que le préfet des Pyrénées-Orientales soit parti, parce qu'il aurait fait rapport au ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture. Donc c'est un immense travail de pédagogie en fait, à faire. Non, pas de pédagogie, c'est tout de est à citoyenneté. faire. C'est-à-dire que la réglementation qui est sortie du gouvernement précédent, il va falloir la réformer complètement pour la rendre opérationnelle, tout simplement. On demande de l'opérationnalité. Parce qu'on a des agriculteurs qui ont compris le service qu'ils rendent à la société et qui n'en vivent pas, c'est pas normal. Et on a des investisseurs qui veulent réduire ou compenser leurs émissions carbone, qui n'arrivent pas à investir. Ils vont investir au Gabon, au Pérou et en France. Qui financera le Made in France, le carbone agricole stocké par les paysans Made in France? Qui le financera? Donc il faut qu'ils s'en occupent, nos bureaux technocrates. Voilà, c'est mon message de ce soir. Merci pour le débat. Très bon. Vaste chantier. Avant peut-être de redonner la parole encore, à moins qu'il y ait des questions, moi j'en avais encore deux. Ah oui, derrière. Oui. Moi, j'avais une petite question. Là, on est en train de mettre encore des indicateurs, des projets, des process, des cahiers des charges et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas une question de bon sens aussi. Un producteur, il ne s'amuse pas à traiter pour traiter. Ça coûte hyper cher. Enfin, je ne sais pas, il y a des producteurs, je pense, qui sont ici. Et ça, enfin, juste rentrer un peu dans le bon sens, arrêter de créer des... Alors, je suis mal placée parce que je certifie des producteurs et je certifie des entreprises. Donc, ça serait perdre un peu mon emploi et perdre mon chiffre d'affaires. Mais à un moment donné, il ne faudrait pas juste arrêter de faire des certifications. Juste s'orienter au niveau du producteur et voir ce que le producteur il fait réellement et valoriser juste ce qu'il fait et repositionner le producteur au centre de la discussion. Parce que, je ne sais pas comment dire... On est des consommateurs, moi je suis consommateur aussi, mais par contre j'en ai aussi marre de voir des certifications et des labels. On a, je ne sais pas si vous connaissez le HVE. Ça, c'est une question pour vous deux. Vous connaissez le HVE, je ne sais pas si vous l'avez vu en détail, moi je l'ai vu en détail. Et j'ai accompagné des producteurs à mettre en place le HVE. Enfin, déjà ça ne sert à rien, parce que lui il ne comprend même pas à quoi ça sert. Mais on lui a dit, ah bah mettez la petite pastille HVE, c'est génial. Ça va vous rapporter de l'argent et du marché et vous allez gagner quelque chose. Alors, le consommateur, il ne sait pas à quoi ça sert. Moi, j'en parlais avec des consommateurs. Je leur dis, vous savez quel HVE? Ah, c'est génial, haute valeur environnementale. Ben non, en fait, c'est juste des indicateurs de base, très logiques, qui n'ont même pas besoin d'être valorisés parce que c'est de la production normale, finalement. Alors, je ne sais pas trop comment vous positionnez ça là-dessus. rejoint peut-être un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, on ne veut pas un label de plus, quoi.
C'est pas... Non mais bienvenue dans notre défi quotidien. Moi, des gens qui viennent me proposer des nouveaux labels, il y en a tous les jours. Et en effet, comment les vendre aux consommateurs, ça c'est un défi. Mais le sujet plus profond que vous posez, c'est quel est l'avenir des labels et des certifications, hein? Est-ce que dans 5 ans, le consommateur va vouloir qu'entre lui, sa consommation et le producteur, eh ben, il y a un écran qui s'appelle un label? Est-ce qu'il va vouloir de ça? Personnellement, je pense que non. Je pense que le consommateur de demain, il va vouloir avoir la traçabilité complète, hein, jusqu'au producteur. Donc vous savez, donc nous on a testé la blockchain. On a testé la blockchain sur une soixantaine de produits. Je ne peux pas dire que ce soit ouf. Hein. Donc on ne peut pas dire que le nombre de clics de consommateurs soit énorme. Mais on continue parce qu'on est persuadé que ça va marcher. On est persuadé que ce consommateur, il va plus vouloir de l'assertif et il va vouloir aller avoir l'information jusqu'au producteur. Mais il faut y croire parce que je vous assure qu'aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait changé le marché, quoi. Alors, si je peux... un petit... Ouais, si je veux juste compléter. Si je peux juste... Alors... Je peux rebondir. Vous aviez été... Ouais. Juste pour dire qu'effectivement, Oui, c'est bon. le consommateur ne comprend peut-être pas tous les labels, mais il comprend encore moins l'agriculture. Et que les labels ont quand même vocation à expliquer le métier de l'agriculteur. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien avec Verger Co-Responsable. On explique le travail quotidien de l'arboriculteur et que ça répond quand même à un besoin. Et que bon, les chiffres d'enquête de notoriété nous le disent, c'est bien compris, ça rassure. Et alors même si peut-être l'avenir se fera sans label, je pense que y a quand même ça répond quand même aujourd'hui à un besoin qui risque de durer quelques temps quand même. Oui. Parce qu'il reste encore assez Là, incompétent. C'est très drôle parce qu'on est en train de parler de quelque chose, c'est un peu comme un nouveau produit. Un nouveau label, c'est un peu comme un nouveau produit. On crée un nouveau label et on voit ça monter en flèche et on se dit... Putain, il est stabilisé, il faut qu'on trouve quelque chose de plus contraignant encore et plus compliqué et allez, ça va remonter. Et on sent, il ne faut pas être naïf non plus et hypocrite, on le sait très bien, on le sait tous. Et à un moment donné, c'est quand qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va créer quelque chose de cohérent vraiment et logique, quoi? Vous voulez agir? Ouais, juste un mot, parce que, excusez-moi, mais on est dans un contresens total, là. On a dérapé totalement. Ce label n'a jamais été conçu et construit pour les consommateurs. Il n'a pas été conçu et construit pour les producteurs non plus. Il a été conçu pour qu'une entreprise qui fait elle-même ses propres efforts de réduction d'émissions de carbone, mais qui a besoin de compenser son empreinte résiduelle, on lui certifie un volume de carbone qu'elle va pouvoir compenser. Donc c'est un label qui sanctionne un volume de carbone au bénéfice d'une entreprise, ça s'appelle comme ça un bénéficiaire. Donc ça n'a jamais été conçu pour devenir un label commercial ou un label pour les consommateurs. Donc pas de contresens. Par ailleurs, on est tous d'accord, je crois, ici sur le non-sens qu'est la multiplication des labels. Et en réalité, ce que veut le consommateur, c'est avoir un label global. Avoir un label qui lui dise « Oui, ce produit que j'achète, il a été conçu, produit par une agriculture régénérative, dans le respect de la biodiversité, avec un usage décroissant d'intrants et de pesticides. Compte tenu de tout ça, il va donc, par ailleurs, améliorer le bilan carbone. Et compte tenu de tout ça, il va par ailleurs être bon. Excusez-moi, on parle quand même d'agriculture, essayons de faire des bonnes choses. Et donc, en fait, alors, ce label global, alors il y a un travail qui est fait pour une agriculture du vivant avec l'indice de régénération qui correspond à ça. Mais l'avenir, c'est ça de toute manière. C'est-à-dire que ça sera une espèce de label global sur la qualité du produit lié à son mode de production. Parce que, comme disait Arnaud, c'est bon pour le consommateur, mais c'est aussi bon pour la société. Est-ce qu'on peut viser une harmonisation européenne d'ailleurs, puisque l'agriculture régénérative, c'est pas que en France? Comment? C'est pas demain matin, ça c'est un sujet très politique, mais c'est bien sûr la seule voie possible. Et le label bas carbone, maintenant, a été posé dans l'agenda européen, parce que c'est un label franco-français. Il faut que ça soit fongible, c'est un peu technique, mais avec le marché réglementé européen. Et il faut donc que ça devienne européen. Et ça va structurer le marché, et c'est très bien. Mais une fois de plus, ce n'est pas un label consommateur ou commercial. C'est juste une façon de certifier à une entreprise que oui, elle va bien acheter 127 322 tonnes de carbone issues de X exploitation.
juste qu'une entreprise achète ou parce que tous les gouvernements vont avoir besoin d'être neutres en carbone en 2050. Donc, je suis d'accord avec aussi ce que dit Arnaud Montebourg, mais est-ce que c'est vraiment aux entreprises d'acheter ces crédits? Puisque moi j'ai bien aimé l'intervention en disant voilà, il y a des choses qui sont pour le client, qui créent la valeur pour le client, donc ça c'est le commerce, et il y a des choses qui créent la valeur pour la société. La société, c'est la société, c'est où on est tous. Donc est-ce que en fait, nous on ne devrait pas être le commerce en charge de créer de la valeur pour le client et de lui vendre cette valeur-là? Et est-ce que la société ne devrait pas être en charge de financer justement le crédit carbone généré par les pratiques agricoles? Et ça, ce serait tout à fait dans une vue politique 2050 des gouvernements. Nous, ça nous permettrait de nous adapter aux consommateurs et de prendre le temps de s'adapter aux consommateurs et ça marcherait. C'est finalement un sujet totalement sociétal. Sociétal. Et peut-être pour terminer, comment, de votre point de vue, Xavier Leclanche, on peut mobiliser davantage sur la filière fruits et légumes? On a entendu que voilà, c'est une grosse usine à gaz, personne n'y comprend rien, c'est pendu par un ministère. Voilà, comment, à l'aune de tout ce qu'on vient de dire, comment mobiliser davantage sur cette filière? Alors, j'ai peut-être qu'une seule partie de la réponse, mais il y a déjà, on l'a vu dans le cadre du projet qu'on mène auprès de nos adhérents, des producteurs de la NPP. Il y a un besoin d'information sur le climat, sur la régulation du climat par l'activité agricole, et ne serait-ce que former, à faire de la pédagogie auprès des producteurs sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur environnement, et notamment sur le volet climatique. C'est la première marche à prendre. Dans le cadre de notre projet, toujours, on va faire des diagnostics carbone, avec une calculette du CTIFL donc, qui est développée spécifiquement pour l'arboriculture. L'objectif, là, c'est par l'exemple de montrer les voies de progrès possibles, les capacités de stockage qu'on va identifier, les pratiques qui vont permettre de moins émettre, et en fait, par l'exemple, inviter l'ensemble de la filière à se lancer sur la voie du produire bas carbone. C'est pas vraiment une question, c'est plus pour rebondir sur ce que vous disiez. Le consommateur, je pense qu'il veut de la transparence. Donc en fait, le plus vite on arrive à lui donner cette transparence, à lui recontacter directement avec le produit et ou le produit brut, voilà, la façon dont il a été produit, le plus il sera en capacité de dire oui, j'ai envie d'y mettre du pognon en plus ou pas. Et donc je pense que l'enjeu aussi, c'est comme il y a des startups qui font très bien leur boulot sur le bas carbone, aussi de soutenir toutes les opportunités qui peuvent nous permettre d'être plus transparents vis-à-vis de lui. Là aujourd'hui il y a des labels, mais demain il va falloir qu'on soit plus direct, probablement entre le produit, le sol, la terre et puis lui, quoi. Donc blockchain ou autre, mais transparence à mon avis c'est un mot clé, quoi. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Et puis donc rendez-vous, le salon là va bientôt se terminer ce soir. Il y a une soirée prévue en tout cas pour pour pas mal de... Merci à vous pour votre participation active. Et à demain pour d'autres tables rondes qui, vous le verrez, vont totalement s'imbriquer dans le sujet.